Elle a autrefois vécu à l'intérieur du conte de fées, le plus protégé d'Amérique, mariée au roi, entourée de gloire, de luxe et de secrets. Mais derrière les portes de Graceland, la vie de Priscilla Presley n'a jamais été aussi parfaite que le monde l'imaginait. Aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, elle porte le poids des souvenirs, à la fois beaux et hantés. Personne ne pourrait jamais lui ressembler, a-t-elle un jour murmuré, et peut-être que c'est là la véritable tragédie. Aimer quelqu'un d'aussi iconique qu'aucune vie après ne pourrait comparer. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de nous rejoindre pour plus de vérités inavouées. En février dernier, Priscilla Presley est montée sur scène à MegaCon Orlando et a donné l'une de ses réflexions les plus personnelles et révélatrices à ce jour sur sa vie avec Elvis Presley. Elle a toujours été composée et digne lorsqu'elle parlait de son passé, mais cette fois-ci, elle nous a permis d'entrer un peu plus profondément dans son histoire. Elle a ouvert son cœur sur la chute de leur mariage, les couches complexes de leur relation, et a même partagé ses pensées franches sur le film de Sofia Coppola de 2023, Priscilla, basé sur son propre livre Elvis and Me. Il était clair que ce n'était pas juste une autre apparition sur un panel pour Priscilla, c'était une occasion de reprendre le récit de son propre histoire, et elle l'a fait avec une honnêteté calme qui vous restait en tête bien après qu'elle ait quitté la scène. Maintenant, si vous avez vu le film de Coppola, vous savez qu'il se termine sur une note frappante et émotionnelle. Priscilla, interprétée par Kylie Spiney, est montrée quittant Graceland et s'éloignant en voiture, tandis que « I Will Always Love You » de Dolly Parton résonne en arrière-plan. C'est cinématographique, poétique et incontestablement puissant. Mais selon Priscilla, ce moment, bien qu'il soit beau à sa manière, ne capturait pas la vérité de la façon dont les choses se sont réellement terminées entre elle et Elvis. En parlant à l'audience, elle a déclaré « La seule chose qui m'a gênée, c'était la fin. Je n'étais pas vraiment contente de la fin. Ça ne s'est pas terminé comme ça, et nous avons fini. Elvis et moi avons fini de manière très affectueuse. » Et ce simple commentaire a révélé bien plus qu'une différence d'opinion créative. Il suggérait la tendresse qui restait entre eux, ce lien compliqué qui ne s'est pas simplement dissous après la signature des papiers de divorce. C'est ce qui rend l'histoire de Priscilla si différente de la version standard hollywoodienne d'une rupture. Selon elle, même après la fin de leur mariage, la connexion ne s'est pas arrêtée. Elvis venait encore chez elle sans prévenir, qui plus est, à toutes heures. Il venait chez moi sans prévenir, et je sortais avec quelqu'un d'ailleurs, a-t-elle dit, levant légèrement les sourcils avec un sourire qui suggérait à la fois de l'amusement et de l'exaspération. Heureusement qu'il était 2 heures du matin et je savais qui c'était, alors je me précipitais vers la porte avant qu'il ne sonne à la porte. Il y a quelque chose d'assez cinématographique dans cette image, pas la version du film, mais celle de la vraie vie. Ce n'est pas glamour, pas mise en scène, mais réel. Priscilla courant dans la maison sombre pour éviter de réveiller son nouveau partenaire, sachant pertinemment que l'homme à la porte serait toujours Elvis. Une fois à l'intérieur, ce n'était pas du drame ou du chaos, c'était une conversation. Juste eux deux dans la cuisine, parlant pendant des heures, comme si le temps s'était réinitialisé et qu'ils étaient simplement les 2 jeunes personnes qu'ils étaient autrefois. Ce détail, les conversations de minuit dans la cuisine, est peut-être l'un des aspects les plus émouvants de l'histoire. Cela nous rappelle que leur relation n'était pas en noir et blanc. Ils ne sont pas tombés amoureux et ont claqué la porte. Il y avait des échos d'affection, de familiarité, de conversations inachevées qui n'avaient pas besoin de résolution. Et cela rend l'histoire bien plus humaine que tout ce qui pourrait tenir dans une fin de film bien rangée. Mais Priscilla n'a pas idéalisé tout. Elle a aussi été claire sur les raisons pour lesquelles elle a pris la décision de partir. Et elle n'a pas évité les aspects douloureux. Il était célèbre, il était aimant, c'était un homme magnifique, magnifique, a-t-elle dit avec une chaleur sincère. On pouvait sentir qu'elle portait encore de l'admiration pour l'Elvis qu'elle avait connu, pas seulement l'icône, mais l'homme. Pourtant,
Elle a poursuivi. Je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Ce n'était tout simplement pas une vie pour moi. Et c'est là que sa voix a légèrement changé. Pas amère, mais fatiguée. Honnête. Elle a parlé de la découverte de l'être d'autres femmes, preuve de son infidélité, et de la façon dont cette découverte a brisé l'illusion. Il est facile de regarder quelqu'un qui était marié à Elvis Presley et d'imaginer une existence dorée. Mais derrière la célébrité et la richesse se trouvait une jeune femme qui tentait de se retrouver à l'ombre d'un homme qui appartenait au monde. Priscilla n'a pas proposé de récit dramatique ni de critique défensive du film. Au lieu de cela, elle a apporté de la nuance. Le fait que sa vie avec Elvis ne se soit pas terminée dans l'amertume, mais dans de longues conversations de cuisine et une compréhension silencieuse est quelque chose qu'on ne voit pas à l'écran. Toutes les grandes histoires d'amour ne sont pas longues. Certaines sont des éclats brefs et brillants qui laissent une marque indélébile, et peu brillent plus intensément dans notre mémoire culturelle qu'Elvis et Priscilla Presley. Plus de 47 ans après le décès d'Elvis, ils restent figés dans le temps ensemble, toujours unis dans l'esprit de beaucoup. Nous avons tous vu ces images célèbres, le mariage de 1967, plein de poussière d'étoiles et de promesses, et les portraits de famille avec leur jeune fille, Lisa Marie Presley. Dans ces instantanés, il y a de la tendresse, du glamour et quelque chose d'à peine mythologique. Mais derrière les photos se cache une histoire bien plus compliquée. Et récemment, cette histoire a trouvé son centre dans une nouvelle conversation déclenchée par le film de Sofia Coppola Priscilla, un film qui, tout en visant à dépeindre la vérité, a fini par diviser profondément la famille Presley de manière émotionnelle. Seulement 2 jours après avoir vu Austin Butler remporter un Golden Globe pour sa prestation époustouflante de son père dans Elvis de Baz Luhrmann, Lisa Marie Presley est décédée de manière inattendue à l'âge de 54 ans. C'était un moment dévastateur pour tous ceux qui suivaient l'héritage Presley. Mais avant sa mort, Lisa Marie avait exprimé des mots forts à propos du film de Coppola. Dans des courriels privés datant de 2022, elle avait exprimé de profondes inquiétudes quant à la façon dont le film dépeignait ses parents. Elle croyait que le film peignait Elvis sous un jour néfaste, le qualifiant de prédateur et manipulateur. Ce n'étaient pas des mots qu'elle avait utilisés à la légère, et pour Lisa, il était clair qu'il s'agissait de protéger non seulement l'image de son père, mais le souvenir du lien qu'elle croyait que ses parents avaient à partager. Sofia Coppola a répondu avec empathie et soin, écrivant: « J'espère qu'une fois que vous aurez vu le film final, vous vous sentirez différemment et comprendrez que je prends grand soin d'honorer votre mère tout en présentant votre père avec sensibilité et complexité. » Et en vérité, la complexité est le cœur de toute cette saga. Si une chose nous a appris quelque chose sur Elvis et Priscilla, c'est que leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était remplie de contradictions, de tendresse, de frontières franchies et d'émotions qui ne se sont jamais tout à fait estompées. C'est le poids que tout réalisateur porte lorsqu'il dépeint une histoire aussi complexe. Et c'est pourquoi des réactions comme celle de Lisa Marie comptent autant. Pour vraiment comprendre pourquoi le film et l'histoire suscitent autant d'émotions, nous devons revenir à là où tout a commencé. En septembre 1959, Priscilla Beaulieu n'était qu'une écolière vivant en Allemagne de l'Ouest avec sa famille militaire. Son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, avait récemment été stationné là-bas, et pour une jeune fille, la vie était un enchaînement de nouvelles villes, de nouvelles écoles et de bases militaires. Son père biologique, le pilote de la Navy, le lieutenant James Wagner, était décédé dans un accident d'avion lorsqu'elle n'avait que 6 mois. Ainsi, Priscilla grandit dans une maison façonnée par le devoir et la discipline. Mais ce monde allait changer lorsqu'elle rencontra un homme que le monde entier connaissait déjà. Elvis Presley, alors âgé de 24 ans, servait dans l'armée américaine. Enrôlé en mars 1958 aux grandes dames de ses fans et probablement d'Elvis lui-même.
À l'époque, il était au sommet de sa célébrité, ayant déjà provoqué un véritable émoi national avec ses performances dans l'émission The Ed Sullivan Show. Il venait d'emménager à Graceland, sa maison de 18 chambres à Memphis, et avait vendu des millions de disques. Cet homme était partout, sauf qu'à ce moment-là, le voilà en Allemagne, menant soudainement une vie bien plus calme et routinière. L'armée, de manière assez étrange, lui avait donné une pause dans la vie chaotique de célébrité qui le poursuivait chez lui. Mais une chose n'avait pas changé. Elvis avait toujours un besoin profond de connexion. C'est alors que leurs mondes se sont percutés. Priscilla avait été invitée à une fête près de la base de Bad Nauheim, où Elvis avait une maison en location. Il l'avait remarqué presque immédiatement. Dans ses mémoires de 1985, Elvis and Me, et dans une interview avec People la même année, elle se souvenait très bien de ce moment. Elvis l'avait regardée et avait dit « Eh bien, qu'avons-nous là? Tu es en quelle année dans le secondaire ?» Lorsqu'elle répondit « Je suis en 9e », il rit et dit « Eh bien, tu es juste un bébé. » C'est le genre d'interaction qui, franchement, aujourd'hui soulève des sourcils. Et cela devrait. C'était les années 1950, oui. Mais cela ne signifie pas qu'on ne devrait pas faire une pause et reconnaître à quel point cette dynamique était vraiment compliquée et préoccupante. Cependant, pour la jeune Priscilla, c'était irréel. Elle décrivit comment il lui chantait cette nuit-là, jouait du piano et essayait d'attirer son attention. Moins je répondais, plus il se mettait à chanter juste pour moi, se souvint-elle. Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner. Elle portait une simple robe de marin à la fête, rien de tape à l'œil, car elle ne pouvait à peine croire qu'elle allait même le rencontrer. Mais à partir de cette nuit-là, quelque chose commença entre eux. Priscilla fut invitée à revenir, encore et encore. La 3e nuit, Elvis l'invita à monter à l'étage, loin des autres. Il la rassura doucement. « Je jure que je ne ferai jamais rien pour te nuire, je te traiterai comme une sœur. » Ce moment, ses paroles, son ton, resta avec elle. C'était, d'une certaine manière, tendre, mais encore une fois, la complexité est indéniable. Une jeune fille attirée dans l'orbite de l'une des stars les plus puissantes du monde. Un homme encore en deuil de la mort de sa mère. Gladys Presley était décédée 1 an plus tôt en août 1958, qui cherchait peut-être un réconfort, voire une forme d'innocence, chez quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Elvis était une contradiction. La star de rock débridée et le moraliste strict, l'homme d'excès et le mama's boy qui n'avait jamais tout à fait guéri. Et Priscilla, encore très enfant, avait été attirée dans cette contradiction avant même de savoir ce que cela signifiait. Ses parents n'étaient pas du tout ravis de la situation. Leur petite fille passait du temps avec l'homme le plus célèbre du monde. Cela ne leur convenait pas, et c'est compréhensible. Mais au fil du temps, il devint évident que Priscilla n'allait pas simplement s'éloigner d'Elvis. Elle était attirée par lui de manière qu'elle ne pouvait même pas expliquer complètement, et aucune inquiétude parentale ne suffisait à couper cette attraction. Alors, finalement, son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, décida de prendre les choses en main. Si sa fille insistait pour voir cet homme, il était temps de regarder Elvis Presley dans les yeux et de découvrir exactement quelles étaient ses intentions. Elvis ne se déroba pas au défi. Il vint dîner, vêtu de son uniforme militaire, un geste délibéré et respectueux, sans aucun doute. Il comprenait les enjeux. Ce n'était plus seulement une question de charme, il s'agissait de gagner la confiance. Et lorsque le capitaine Beaulieu lui demanda franchement ce qu'il voulait de Priscilla, Elvis répondit calmement, avec un mélange désarmant de vulnérabilité et de vieille courtoisie du Sud. « Eh bien, monsieur, j'ai beaucoup d'affection pour elle, dit-il. Elle est beaucoup plus mature que son âge, et j'aime sa compagnie. Ça n'a pas été facile pour moi, d'être loin de chez moi et tout ça. C'est assez solitaire. Je suppose qu'on pourrait dire que j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle, capitaine. Je prendrai bien soin d'elle. » Et à partir de là, les choses devinrent de plus en plus sérieuses entre eux. Même si Priscilla a toujours insisté sur le fait que leur relation n'était pas physique à ce moment-là.
qu'ils n'ont rien consommé avant leur mariage. Ils étaient déjà émotionnellement liés. Profondément, dirait-elle plus tard. Un lien si profond qu'il est difficile à expliquer, à moins d'y avoir été. Il y avait de l'affection, du désir et une sorte de dépendance émotionnelle qui brouillait les frontières entre romance et contrôle. Priscilla dira plus tard à People, quelque chose dans son éducation du Sud lui avait appris que la bonne fille devait être réservée pour le mariage. J'étais cette fille. Cette croyance n'était pas seulement morale. Elle est devenue le cadre dans lequel Elvis interagissait avec elle. Bien qu'il la garde à distance d'une certaine manière, il la rapprochait complètement. Il ne passait pas juste du temps avec elle, il la façonnait, la modelait, comme elle le disait, pour en faire sa femme. Il guidait ses vêtements, choisissait ses coiffures, dictait même son maquillage. Pour lui, ce n'était pas dépasser les bornes, c'était une façon de montrer son affection. Mais c'est aussi là qu'on commence à voir le déséquilibre, les indices de contrôle qui allaient en venir définir une grande partie de leur histoire ensemble. Priscilla était jeune, impressionnable et captivée. Mais elle n'était pas aveugle. Elle commença à ressentir la pression de devoir partager Elvis avec le reste du monde. Les fans admirateurs, les médias, l'interminable défilé d'admirateurs, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui voulait une part de lui. Ce sentiment de compétition, de ne jamais l'avoir entièrement pour elle, la rongeait. Elle admit que le seul moment où elle se sentait vraiment heureuse, c'était la nuit, quand ils étaient juste tous les deux dans sa chambre. Là, loin du bruit, loin des flashs et des attentes, ils pouvaient parler, s'embrasser et se connecter. Ces heures comptaient tout pour elle. Mais tandis que son monde émotionnel tournait autour de lui, sa vie quotidienne commençait à se désagréger. L'école devenait plus difficile à suivre et l'épuisement commençait à s'installer. Une nuit, dans ce qu'il pensait probablement être un geste de bonté, Elvis lui proposa quelques pilules pour l'aider à rester éveillée et à passer la journée suivante. Elle ne les prit pas. Elle hésita. Ce n'est que plus tard qu'elle découvrit ce qu'elles étaient. De la dexédrine, des amphétamines, le même type de pilule qu'Elvis avait commencé à utiliser lui-même après son entrée dans l'armée. Lorsque Elvis Presley retourna aux États-Unis en mars 1960, on pourrait penser que Priscilla aurait été l'une des premières à avoir de ses nouvelles. Après tout, c'était l'homme qui lui avait fait des promesses sincères, celui qui avait dit à son père qu'il prendrait soin d'elle et qui l'avait plongée dans une romance qui semblait plus grande que la vie. Mais non. Ce n'est pas ce qui se passa. Au lieu de cela, la première personne à lui donner des nouvelles de la vie amoureuse d'Elvis ne fut pas Elvis lui-même. Ce furent les paparazzi. Ils l'informèrent qu'il sortait maintenant avec Nancy Sinatra. Oui, cette Nancy Sinatra. Et pendant qu'elle essayait encore de digérer ce petit scoop, le téléphone resta silencieux. 3 semaines s'écoulèrent avant qu'il ne l'appelle enfin. Ce retard, ce silence douloureux, marqua le début de ce que Priscilla décrira plus tard comme son état d'animation suspendu. Elle confia à People Magazine qu'elle passait son temps à attendre, espérant un de ces rares appels. Parfois, des semaines s'écoulaient. Parfois, des mois. Et pendant tout ce temps, elle attendait simplement. Ce ne fut qu'en février 1962, près de 2 ans après leur dernière rencontre, qu'Elvis la contacta avec plus qu'un simple appel téléphonique. Il l'invita à le rejoindre à Los Angeles. Et bien qu'il fallut convaincre son père pour obtenir son accord, une fois cet obstacle franchi, Elvis lui envoya un billet aller-retour en première classe pour un séjour de 2 semaines. Un geste qui disait « Je veux toujours que tu sois dans ma vie ». Et donc, elle partit. À son arrivée, il y eut de l'affection, de l'attention, et pendant un bref moment, cela devait ressembler à un retour à la magie de leur premier jour. Mais la chaleur s'éteignit rapidement. Dès le soir même, Elvis lui dit qu'elle ne pouvait pas rester chez lui. Au lieu de cela, un membre de son entourage la conduisit chez un ami de l'autre côté de la ville. C'était déroutant et plus qu'un peu humiliant. Priscilla découvrirait plus tard pourquoi son soi-disant ex-petite amie, Anita Wood,
venait tout juste de revenir à Memphis. En d'autres termes, Priscilla avait à peine manqué de croiser la femme qui, jusqu'à récemment, avait encore fait partie de la vie amoureuse d'Elvis. Il gérait ses relations comme un emploi du temps, essayant d'éviter toute superposition, du moins celle qui pourrait mener à des confrontations gênantes. Pourtant, malgré tous ces heures, ce voyage eut ses moments. Elvis l'emmena dans un luxueux road trip à Las Vegas, où il la gâta avec de nouveaux vêtements et lui rappela, de manière appuyée, qu'il saurait si elle voyait un autre homme. C'était possessif, certes, mais c'était aussi enivrant. Pour une jeune fille profondément amoureuse, cela devait ressembler à de la dévotion. Cet hiver-là, elle passa Noël de 1962 à Graceland, et à son retour en Allemagne, elle avait quelque chose de nouveau à partager avec sa famille. Elvis voulait qu'elle vienne vivre à Memphis pour terminer ses études secondaires. Et pas seulement cela. Il avait un plan. Elle pourrait vivre avec son père Vernon et sa belle-mère Dee. Pour les parents de Priscilla, surtout son beau-père Paul, cela représentait une demande audacieuse. Mais Elvis savait comment se présenter. Déclarant ses intentions honorables, se souvint Priscilla, il jura qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi et qu'il me respectait. En fait, il ne pouvait pas vivre sans moi, disait-il, insinuant qu'un jour nous nous marierions. Et avec une telle déclaration, et une promesse qu'elle serait bien prise en charge, ses parents, après une certaine hésitation, cédèrent. Ainsi, Priscilla partit pour Memphis et s'inscrivit à l'Immaculate Conception Cathedral High School, une école exclusivement pour filles. Officiellement, elle vivait avec Vernon et Dee. Mais dans la pratique, elle passait presque tout son temps à Graceland. Bien vite, elle y vivait simplement avec Elvis. Des années plus tard, lors d'une interview en 2017 sur Good Morning America, Priscilla aborda ce que beaucoup ont critiqué depuis. L'idée qu'une jeune fille traverse le monde pour être près d'un homme de plus de 10 ans, son aîné. Les gens ont dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que vos parents vous aient laissé partir avec ce stranger », dit-elle. Mais c'était une époque très innocente. Je l'aimais beaucoup. Je me sentais certainement en sécurité. On ne peut pas comparer à aujourd'hui. Nous avions encore des principes, des normes élevées. Il y avait beaucoup de soins. Et on peut sentir la sincérité dans ces mots. Elle ne cherche pas à édulcorer, elle offre un contexte. C'était une autre époque, et son expérience était enveloppée d'un genre de confiance et de naïveté qui n'existe plus de la même manière aujourd'hui. Mais c'est là que les fissures commencent à réapparaître. Elvis, à l'époque, était un homme au sommet de sa gloire, tournant film après film, souvent 2 ou 3 par an. Et dans chacun de ces films, il était entouré de belles actrices, dont beaucoup devinrent des sujets de colonnes à potins et de spéculation. Que ces flirts aient réellement eu lieu, ou qu'ils n'étaient que des rumeurs, une chose était claire, Elvis ne vivait pas comme quelqu'un de réellement engagé. Pas de la manière dont on s'attendrait d'un homme qui prévoit un avenir avec quelqu'un. Pour Priscilla, être proche de lui avait un coût, un sentiment d'incertitude constante, d'être tenu à distance tout en étant aussi dite être la personne la plus importante dans sa vie. Et ce tiraillement, cette contradiction émotionnelle, fut quelque chose qu'elle naviguerait pendant des années. Lorsque vous imaginez Graceland, vous voyez probablement la grandeur, les colonnes, la musique, les rideaux en velours. Mais si vous aviez marché dans ces couloirs au début des années 1960, vous auriez peut-être trouvé quelque chose de plus calme. Cachée derrière le glamour, il y avait une adolescente, loin de chez elle, essayant de comprendre un monde à la fois fantastique et isolé. Cette jeune fille, c'était Priscilla Presley. En 2017, elle revint sur ses premières années, disant que la vie à Graceland était, en un mot, solitaire. Ce n'était pas qu'Elvis ne l'aimait pas, il l'aimait, mais la vie dans laquelle elle était entrée avait des règles, la plupart dictées par l'homme qui tirait les ficelles derrière le roi, le colonel Tom Parker. Parker ne voulait pas que le public sache qu'Elvis avait une petite amie stable. À ses yeux, cela détruirait le fantasme pour des millions de fans. Si les gens croyaient qu'Elvis était pris, ils pourraient cesser de rêver.
et arrêté d'acheter des disques. Ainsi, il n'y avait aucune photo de Priscilla et Elvis dans la maison. Elle faisait partie de sa vie, mais pas d'une manière que les gens étaient censés voir. Elle disait que Parker avait toujours été gentil avec elle personnellement, mais il avait bien fait comprendre qu'elle ne pouvait pas être celle qu'on montre. Pourtant, même dans le secret, les parties surréalistes d'être la petite amie d'Elvis étaient indéniables. Parfois, il venait la chercher à l'école en limousine, ou la faisait venir à Los Angeles pendant qu'il filmait. En 1978, elle partagea que ce mode de vie était tellement extravagant qu'elle était juste reconnaissante d'en être sortie saine d'esprit. Pouvez-vous imaginer être aussi jeune, vivre cette vie et savoir qu'il fallait garder le silence à ce sujet? Mais Elvis avait pris une décision au sujet de Priscilla. Juste avant Noël 1966, il lui proposa en toute intimité dans sa chambre à Graceland. Il lui offrit une magnifique bague en diamant de 3 carats et demi, entourée de 20 petits diamants, créés par le bijoutier de Memphis Harry Levitch. Et quand il s'agit de se marier, ils firent tout pour garder cela secret. El 1 de mayo de 1967, volaron de Palm Springs a Las Vegas bajo el manto de la noche, alrededor de la medianoche, en el jet privado de Frank Sinatra, nada menos. Obteniendo su licencia de matrimonio a eso de las 3 a.m., y solo unas horas después, en una habitación tranquila del Hotel Aladdin, pronunciaron sus votos. Solo 14 personas estaban presentes. La ceremonia fue oficiada por el juez de la Corte Suprema de Nevada, David Zenoff. Después, hubo una breve conferencia de prensa y un desayuno con champán para unas 100 personas en el piso inferior. Más tarde siguió una fiesta más grande en Graceland, pero la ceremonia en sí fue deliberadamente pequeña. Mi boda fue muy inusual, dijo Priscilla en una entrevista. Fueron las personas más cercanas a nosotros, fue privada y así la queríamos. No queríamos un club de fans, no queríamos un circo. Elvis, siempre el showman, incluso en los momentos privados, comentó después: bueno, supongo que ya era hora. Con la vida que tenía, decidí que lo mejor sería esperar. Es fácil olvidar lo cuidadosamente que se cultivaba la imagen pública de este hombre, incluso cuando se trataba de algo tan personal como el matrimonio. Pero la verdad es que no se trataba solo de los fans. Se trataba de control, de imagen, de navegar un mundo donde el amor debía encajar perfectamente en la caja diseñada por otro. 9 meses exactos después de esa boda tan tranquila, el 1 de febrero de 1968, nació su hija Lisa Marie Presley en Memphis. El momento en que salieron del hospital con su recién nacida, fueron recibidos como reyes. Elvis, según todos los relatos, era un padre entregado. No cambiaba pañales. Eso no era trabajo de hombre, dijo en su momento, pero adoraba a Lisa Marie. Tampoco era muy bueno con la babita del bebé. Le incomodaba verla comer, pero lo compensaba con cariño y extravagancia. Cuando Lisa tenía solo 3 años, le compró un abrigo de piel. Si perdía un diente, le daba un billete de $5. Y cuando compró su propio jet en 1975, lo bautizó como Lisa Marie, asegurándose de que el mundo supiera lo orgulloso que estaba de ser su padre. Estos eran los gestos grandiosos que solo Elvis podía hacer, y a su manera, hablaban por sí mismos. Sin embargo, para Priscilla, la vida como esposa de Elvis no se trataba de igualdad. Se trataba de adaptarse. Ella le dijo a People en 1978, mi vida era su vida. Él tenía que ser feliz. Nunca lo interrumpíamos. Mis problemas eran secundarios. Eso no era una queja. Era una simple verdad. Se esperaba que Priscilla se moldeara alrededor de los estados de ánimo de Elvis, sus necesidades, sus caprichos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero no fue sin su costo. Ella dijo que siempre se sentía nerviosa cuando él iba a lugares solo, porque las mujeres se acercaban a él,
Incluso la acompañaba a citas dentales, solo para estar cerca de él, solo para estar segura. Todo el mundo en el mundo estaba detrás de él, dijo. La presión de vivir a su sombra, de proteger constantemente su relación, debe haber sido agotadora. Varios cercanos a ellos han dicho que, después de que Priscilla se convirtió en madre, el interés romántico de Elvis por ella comenzó a desvanecerse. Ese cambio, sutil al principio, se volvió más visible con el tiempo, y sin embargo Priscilla nunca dejó de cuidarlo. Recordó que siempre estaba lista para recibirlo en la puerta, para consentirlo, para hacer que se sintiera cuidado. Me encantaba cuidar a Elvis, dijo. Me encantaba atenderlo, me encantaba alimentarlo. Incluso desarrollaron su propio lenguaje privado, una especie de jerga secreta para compartir en medio del caos que venía con ser Elvis Presley. Puede sonar extraño, pero era su manera de mantenerse conectados, de aferrarse a algo íntimo en una vida constantemente rodeada de otros. Fue una buena vida, dijo ella. Fue diferente, pero fue nuestra. Después del fin de su matrimonio con Elvis, ella volvió a encontrar el amor. Tuvo un hijo, Navarone Garibaldi, con su pareja Marco Garibaldi en 1987, pero se separaron en 2006 después de 2 décadas juntos. A pesar de sus relaciones y triunfos, nadie pudo igualar el amor que compartió con Elvis. A medida que avanza por sus 80 años, los recuerdos de su tiempo juntos aún proyectan una larga sombra. La vida de Priscilla ha estado lejos de ser fácil, pero es una mujer que ha aprendido a seguir adelante, llevando tanto la alegría como el dolor de una vida bien vivida. Si encontraste esta historia cautivadora, no olvides dar like, suscribirte y estar atento a más historias intrigantes del mundo de las leyendas de Hollywood.